présente Sylvain Charbonneau, chef du transfert des connaissances et innovation. Je tiens à souligner que nos conférences gagnent en popularité. Pour la conférence du 31 octobre, donc la conférence précédente qui avait pour titre Pouvons-nous nous passer des conseillères en PCI? Nous avions eu plus d'une centaine de participantes. Écoutez, je tiens à vous remercier là, du fond du cœur. En fait, c'est grâce à vous là, que ces conférences, en fait, ces activités de transfert des connaissances est un succès. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Ces conférences, donc, sont rendues possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et de la Direction des affaires universitaires, enseignement et recherche et de l'unité de transfert des connaissances synaptiques. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes, en fait, tous mes collègues qui ont participé à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence. Donc, la conférence d'aujourd'hui portera sur le programme des soins post-aigus à domicile, donc l'acronyme SPAD, et a pour titre un programme de réadaptation innovant pour les personnes âgées. Pour la conférence d'aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur de recevoir Madame Diana Zidarov, donc chercheuse à l'état d'établissement à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, et professeure associée également à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Bienvenue. Madame Kathleen Chassé, donc coordonnatrice en réadaptation à l'hôpital Sainte-Anne de la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, SAPA, du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Bienvenue. Et également, ayant participé au projet de recherche et invité à cette conférence, M. Lilian Guichard-Calin, donc agent de planification, programmation de recherche à la direction des programmes de santé mentale et dépendance du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Bienvenue, Lilian. Nous aurons une courte période de questions donc, à la fin de cette conférence. Nous vous invitons donc à saisir vos questions à l'intérieur de la section conversation, donc le chat, et on va donc effectivement prendre vos questions, en faire la synthèse et poser les questions à nos conférenciers et conférencières d'aujourd'hui. Alors écoutez, sans plus tarder, je passe la parole à nos conférencières. Merci, bonne journée et bonne conférence. Un gros merci à toi, Sylvain. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Chassé. Un énorme merci de prendre cet instant sur votre heure de pause précieuse du dîner pour venir écouter, dans le fond, notre conférence d'aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis quand même quelques années. Donc, le programme SPAD, comme Sylvain l'a dit, qui est le programme de soins post-aigus à domicile. On va vous présenter dans un premier temps le programme, mais on va aussi vous présenter, dans le fond, les résultats d'un projet de recherche qui a eu lieu en lien avec l'évaluation de ce programme. Évidemment, aujourd'hui, il y a Diana et Lilian qui vont présenter avec moi, mais on était quand même une petite équipe qui a travaillé fort ensemble pour le projet de recherche. Et je ne veux vraiment pas passer sous le silence le rôle des autres personnes qui étaient avec nous durant cette aventure. Donc, Sylvain, qui nous a présenté comme chef de transfert des connaissances à l'ADOR, a vraiment travaillé avec nous aussi pour tout le volet avec Lilian, qui à l'époque était sous la même direction, tout le volet transfert des connaissances. Donc, vous allez voir plus tard là, dans la présentation, on a un gros volet de notre projet de recherche était de faire un retour vers nos décideurs avec les résultats de notre projet de recherche. Puis ça faisait vraiment partie du projet de recherche. Puis c'est l'équipe de l'ADOR qui nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup, Sylvain et Lilian, pour cet apport. Ensuite, Marie-Jeanne Renaud, qui est, je pense, dans l'assistance virtuelle présentement, qui est conseillère cadre à la SAPA. Marie-Jeanne, à l'époque où elle était cadre au niveau du soutien à domicile, c'est elle qui a commencé les premiers balbutiements du projet SPAD. Et ensuite, pour le projet de recherche, elle nous a vraiment beaucoup aidé. On a travaillé main dans la main ensemble là, à toutes les étapes du projet. Donc, un gros merci encore, Marie-Jeanne, pour ton implication. Et finalement, le Dr André Buissère de l'Université McGill qui nous a fortement appuyés aussi là, tout au long de l'aventure. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de notre fameux programme SPAD. Donc, je vais commencer cette présentation par une histoire qui est malheureusement un peu trop fréquente et qui illustre vraiment les lacunes dans l'offre actuelle de soins post-aigus de réadaptation pour les personnes âgées dans notre contexte de santé québécois. Je vous présente Mme Tremblay. Donc, Mme Tremblay, c'est une personne âgée qui habite à la maison qui malheureusement fait une chute.
et est transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance, l'urgence le plus proche. Elle y subit une chirurgie pour sa hanche qu'elle a malheureusement fracturée. Elle a plusieurs complications durant son hospitalisation qui est quand même assez courte. Elle subit une pneumonie et elle devient très déconditionnée malheureusement. Donc, ce qui fait que habituellement, quand on a une fracture de hanche, tout de suite, on retourne à domicile, la réadaptation se fait à domicile. Dans le cas de Mme Tremblay, puisque son niveau d'autonomie fonctionnelle a baissé dramatiquement durant sa courte hospitalisation, on l'a référée à faire sa réadaptation dans un centre de réadaptation, donc dans un contexte hospitalier. Elle a eu un bon 2 semaines de réadaptation intensive, ergothérapie, physiothérapie, et on a jugé après 2 semaines qu'elle avait atteint le minimum de son autonomie fonctionnelle pour retourner à la maison de façon sécuritaire. Par contre, l'équipe de réadaptation jugeait qu'elle n'était pas à son niveau d'autonomie fonctionnelle maximale pour pouvoir retourner à domicile et être maintenue à domicile de façon sécuritaire. On l'a donc référée en physiothérapie au CLSC. Malheureusement, à la maison, au CLSC, elle n'était pas prioritaire. Elle n'était pas jugée prioritaire. Pourquoi? Mais parce qu'elle venait d'un centre de réadaptation. Elle venait juste d'avoir de la réadaptation en centre hospitalier. Donc, elle a été placée sur la liste d'attente qui, malheureusement, était de plusieurs mois. Cette histoire est en accord avec la littérature scientifique qui nous démontre que ce genre de patiente risque de se retrouver dans un cercle vicieux. En effet, en l'absence de l'offre de services post-aiguë adaptée aux besoins de la personne, en plus d'une fragilité qui était déjà présente pré-hospitalière, les personnes âgées comme Mme Tremblay courent un risque nettement plus élevé de réhospitalisation, d'invalidité, de placement dans un établissement de centre de soins longue durée ou même malheureusement de mortalité. Donc, c'est quoi exactement les soins post-aigus? Les soins post-aigus, ça comprend, entre autres, des services de réadaptation que les usagers reçoivent après un séjour dans un hôpital de soins aigus. Selon l'intensité des services requis par l'usager, ces services peuvent être offerts dans un établissement, comme c'est le cas pour Mme Tremblay, en ambulatoire, donc les usagers se déplacent pour aller faire leur réadaptation dans un centre, ou bien à domicile, donc c'est-à-dire les professionnels se déplacent vers la personne chez elle pour faire les soins post-aigus qui incluent la réadaptation. L'histoire de Mme Tremblay contribue à montrer que les soins post-aigus sont un élément clé du système de santé pour les personnes âgées et une stratégie importante pour préserver leur santé et leur autonomie. En effet, si on compare les personnes âgées avec les adultes plus jeunes, les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir des comorbidités, des incapacités. Ils ont une réserve physiologique qui est réduite et ont besoin de nettement de plus de temps versus un adulte plus jeune pour se remettre d'un épisode de soins aigus. Si on veut réduire l'incidence des incapacités ultérieures et maintenir la qualité de vie de nos personnes âgées, il est aussi essentiel de les aider à retrouver une autonomie fonctionnelle optimale et non minimale lors de la prestation de nos soins post-aigus. Ultimement, ça va aider aussi à contribuer à réduire le fardeau à long terme sur notre système de santé. En effet, selon l'Institut Fraser, les dépenses de santé pour les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient en 2019 près de 46 du total des dépenses en santé. Selon les projections, si on ne met pas en place des politiques qui améliorent l'efficience de nos services de santé fournis à cette cohorte de la population, le pourcentage pourrait monter à plus de 70 %. Donc, ce qu'on veut faire au niveau des soins post-aigus, c'est fournir des soins et des services dans un milieu adapté, favoriser les congés précoces dans les soins aigus, retourner nos usagers dans leur milieu de vie le plus rapidement possible, mais en favorisant des trajectoires de soins optimales. Et enfin, évidemment, on veut éviter les orientations prématurées ou inappropriées en centre d'hébergement. En gros, pour résumer la situation, on veut que nos interventions soient offertes au bon moment, au bon endroit et selon une intensité de service adaptée aux besoins et aux capacités de nos usagers. Donc, on comprend bien, je pense, que les services de réadaptation sont une partie très importante des soins post-aigus
et que les soins post-aigus sont un service essentiel pour nos personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux changer la diapo, merci. Donc, d'un côté, on a nos enjeux d'accès au soutien à domicile. En septembre 2023, on avait au Québec plus de 23 000 personnes qui étaient en attente pour des soutiens à domicile, des services de soutien à domicile. Ensuite, de l'autre côté, on a notre fameux problème des NSA. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de personnes présentes ici qui savent ce que sont nos fameux NSA. Si vous n'avez pas encore entendu parler de l'acronyme, eh bien, ce sont des niveaux de soins alternatifs. Donc, des personnes qui continuent d'occuper un lit dans un établissement, même s'ils ne requièrent plus les ressources qui sont fournies par cet établissement-là. Donc, on parlait tantôt des bons soins au bon endroit, au bon moment, mais les NSA, c'est justement des personnes qui ne sont pas au bon endroit, au bon moment. En mars 2017, le ministère de la Santé a publié un guide de soutien pour les établissements pour essayer de trouver des solutions pour ce fameux problème des NSA qui était grandissant. Donc, les actions que le ministère voulait qu'on cible étaient de 1, de déterminer les trajectoires efficientes permettant d'améliorer l'accès aux soins et de fournir des soins et des services nécessaires pour répondre de façon efficace et sécuritaire aux personnes qui sont vulnérables et qui ont des besoins complexes, donc nos personnes âgées en général. Ensuite, la deuxième chose, c'était adapter en conséquence l'offre de services et des soins et d'avoir des modalités de comment on va les dispenser, ces soins-là. Et enfin, ce que le ministère nous demande, c'est de s'assurer en continu de la pertinence de nos services, c'est-à-dire d'évaluer est-ce que nos services sont efficaces ou non, et ensuite de les adapter en conséquence. Donc, malgré ces recommandations-là, et quand même plusieurs plans d'action qui ont été mis en place, l'accès est encore problématique, malheureusement, au niveau des services de réadaptation à domicile. Ça fait même malheureusement la une des journaux. À l'automne 2022, il y a eu un article dans Le Devoir qui est paru qui discutait de justement ce problème-là et qui disait que l'une des stratégies préconisées par le ministère de la Santé était de faire de la réadaptation intensive à domicile afin de réduire le nombre de personnes qui sont en niveau de soins alternatifs et donc améliorer le flux des patients et l'accès aux différents soins. Plus récemment, il y a un article dans la presse qui est paru aussi qui indiquait que malheureusement, le délai d'attente présentement au Québec pour les soutiens à domicile en physiothérapie était de 72 jours et en ergothérapie était de 154 jours. Donc, on parle encore d'une malheureusement très longue liste d'attente. Ce qui nous amène à regarder d'un peu plus près ce qui se passe chez nous au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Alors, notre CIUS couvre un très grand territoire en termes de superficie. Donc, 34 de l'île de Montréal est desservie par le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Par contre, 15 seulement de la population, dans le fond, habite dans cette grande superficie. Mais quand on regarde de plus près, c'est le territoire montréalais où la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est la plus nombreuse et croît le plus rapidement quand on compare aux autres territoires montréalais. Environ 50 des gens qui ont leur congé n'ont pas atteint leur niveau d'autonomie optimal et ont besoin de poursuivre leur réadaptation. Donc, sont référés à la physiothérapie en externe ou à domicile. Donc, je disais que ces demandes-là qui sont faites à partir de nos centres de réadaptation se rajoutent aux demandes qui sont déjà présentes, donc les demandes qui sont déjà en cours au niveau du soutien à domicile et rajoutent finalement au fardeau du soutien à domicile. Donc, pour répondre, on peut changer la slide, pour répondre aux besoins de réadaptation de la population âgée qu'on vient d'illustrer, le CIUS de l'Ouest de l'île a vraiment redoublé les efforts là, au niveau de l'offre de services depuis 2016 en réadaptation. Pour vous donner un exemple, entre 2016 et 2022, on a rapatrié sur notre territoire tous les lits de réadaptation fonctionnelle intensive et de soins post-aigus qu'on n'avait pas avant 2016 sur notre territoire. Donc ça a été vraiment déjà un très bon coup. Et ensuite, pour arriver finalement à notre fameux
programme de soins post-aigus, la direction SAPA a mis en place en 2018 une idée innovante. Donc, un programme de soins post-aigus à domicile, le programme SPAD, qui a été implanté dans les 4 CLSC de notre territoire. Les 2 buts de ce programme étaient de 1, offrir rapidement des services de physiothérapie à domicile adaptés aux besoins et aux capacités des usagers pour justement maximiser la fameuse autonomie fonctionnelle et la reprise des rôles sociaux de ces personnes-là, sans passer par contre par les longs délais d'attente du CLSC. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, on voulait assurer une utilisation optimale des lits aigus et post-aigus, en favorisant les congés dès que possible des centres hospitaliers et évidemment éviter ou diminuer le nombre d'usagers en niveau de soins alternatifs. Donc, ce programme s'adresse spécifiquement aux personnes âgées qui sont médicalement stables et qui nécessitent d'entamer ou de poursuivre une réadaptation suite à leur congé, soit directement des soins aigus ou bien des centres de réadaptation. Les modalités du programme SPAD prévoyaient, quand on l'a mis en place, que chaque patient référé devrait recevoir la visite à domicile d'un technologue en physiothérapie dans les 48 heures suivant la réception de la demande. Ce qu'on voulait aussi, c'était une fréquence d'intervention qui était assez intensive, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine, une visite du technologue en physiothérapie. Et on voulait que la prise en charge, la durée de la prise en charge soit relativement courte, c'est-à-dire à peu près 6 semaines maximum. Donc, le SPAD en 2018, quand il a été mis en place, se rajoutait à une offre de services qui était déjà en train de bien se bonifier. Donc, on avait nos lits de réadaptation, on avait déjà en place les programmes comme le SARCA, donc service dans le fond, pardon, de physiothérapie en externe. On avait déjà l'hôpital de jour, les centres de jour. Donc, le SPAD se rajoutait à cette offre de services. Il répondait définitivement à un besoin en termes de réadaptation rapide pour notre clientèle. Par contre, est-ce qu'il répondait à tous les besoins de réadaptation de la clientèle ciblée? Est-ce que c'était un programme qui était efficace? Est-ce qu'il était bien implanté? Toutes ces questions nous ont vraiment poussé à faire une étude, en fait, pour voir c'est quoi exactement qui se passe avec ce programme-là. Et c'est justement ce que va vous expliquer maintenant ma collègue Diana Sidarov. Donc, je lui cède la parole. Merci Kathleen. Donc, comme Kathleen l'a mentionné, ce nouveau programme de réadaptation a fait l'objet d'un projet de recherche, donc d'un projet d'évaluation. Et je tiens à mentionner que c'était vraiment une belle collaboration entre la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche et la direction SAPA. On a également eu pour ce projet-là une subvention de recherche de la Fondation Richard et Edith Strauss de l'Université McGill, donc qui nous a permis de réaliser les activités de recherche. Donc, pour évaluer le programme SPAD, on avait en fait 3 objectifs majeurs. Dans un premier temps, on voulait évaluer l'implantation de ce programme-là et d'explorer les enjeux d'implantation s'il y en avait. Donc, on a commencé par évaluer la fidélité d'implantation ou est-ce que le programme a été implanté tel que prévu. Et c'est important de s'intéresser à la fidélité d'implantation parce que quand on s'intéresse également aux effets d'un programme et on n'obtient pas les effets escomptés d'un programme, ben, une des façons de savoir où est l'enjeu, c'est d'évaluer la fidélité d'implantation. Donc, est-ce que le manque d'effet est dû parce que le programme n'a pas été implanté tel que prévu ou parce que le programme en lui-même est inefficace? Donc, en ayant les documents fournis par le CIUS qui décrivaient le programme SPAD, on a élaboré des indicateurs de fidélité d'implantation. Donc, 3 indicateurs. Un indicateur lié au délai entre la référence au programme et la première intervention. Un autre en lien avec l'intensité des interventions qui devaient être fournies. Et un troisième en lien avec la durée globale qui était prévue du programme SPAD. Et pour suivre ces indicateurs-là, on a eu accès aux bases de données du CIUS. Donc, on a pu avoir ces informations-là par les bases de données administratives.
Pour explorer les enjeux d'implantation. Alors là, ce qu'on a fait, c'est des entrevues individuelles, donc avec des cliniciens qui référaient des gens au programme SPAD. On est allé interviewer aussi les cliniciens, donc les technologues en réadaptation qui offraient les services SPAD à domicile. Et on est allé voir la perspective de décideurs. Et en fait, ce qu'on était intéressé à savoir, c'était quoi les défis qu'ils avaient rencontrés en cours de route pour offrir ce programme-là. Puis, est-ce qu'il y avait des solutions à nous proposer pour améliorer ce programme-là et son implantation? Tu peux changer. Donc, au niveau de deuxième objectif, on était aussi intéressé à voir quels étaient les effets du programme SPAD donc sur la santé des usagers. Donc, pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi des usagers qui étaient consécutivement admis au programme SPAD. Donc, comme Kathleen a mentionné, on voulait évidemment des gens qui étaient de retour au domicile et on excluait les personnes qui avaient une condition médicale, psychiatrique ou post-chirurgicale instable, donc qui nécessitaient d'autres soins. Puis, on excluait aussi également les gens qui avaient une déficience cognitive qui était assez sévère pour nous empêcher de faire la collecte de données. Donc, au niveau de la mesure de résultat, on était intéressé, notre mesure de résultat principale était liée à l'indépendance fonctionnelle. Donc, on a utilisé un questionnaire qui s'appelle la mesure d'indépendance fonctionnelle. Et la raison pour laquelle on a choisi ce questionnaire-là, c'est vraiment lié aux objectifs du programme SPAD. Donc, l'objectif principal du programme SPAD, c'était d'augmenter l'autonomie fonctionnelle des gens ou de la maintenir. Et avec ce questionnaire-là, donc, il nous permet d'évaluer la performance de la personne dans certaines activités, comme par exemple les soins personnels, les transferts, la mobilité, mais aussi des aspects comme la communication. Les autres construits qu'on a évalués, on a été aussi intéressés à savoir quelle était la perception des usagers sur leur santé physique et mentale. Pour ça, on a utilisé un questionnaire qui s'appelle le Promise Global 10. Et finalement, on était aussi intéressés à évaluer la perception des usagers sur leurs besoins répondus et non répondus dans 4 grands domaines, donc le domaine physique, psychologique, social et environnemental. Donc, toutes les données ont été collectées. Tu peux revenir, s'il te plaît. Toutes les données ont été collectées par entrevue, soit en personne, soit par téléphone. Et on a pris les données à l'admission du programme, au congé du programme, mais aussi 3 mois post-congé parce qu'on était intéressé à voir si les effets du programme se maintenaient dans le temps. Donc, objectif 3. Et le dernier objectif, comme Kathleen l'a mentionné, c'est qu'on avait vraiment l'idée d'amorcer une réflexion, un plan d'action sur les enjeux d'implantation de SPAD, donc avec les décideurs. Donc, pour cela, on est allé chercher vraiment des décideurs de 4 niveaux organisationnels de la direction SAPA. Puis, on était vraiment intéressés par des décideurs qui avaient vraiment une interaction, un intérêt, une implication étroite avec le programme SPAD. Pour ce volet-là, ce qu'on a fait, c'est un atelier délibératif, donc qui s'est tenu il y a 1 an, donc en novembre 2022. Nous l'avons tenu en mode virtuel, puis la durée 3 heures. Et lors de cet atelier, on a commencé par présenter les résultats de l'évaluation aux décideurs. Ensuite, on les a séparés en 2 sous-groupes et chaque sous-groupe était facilité par un animateur, un secrétaire. Et chaque sous-groupe avait en sa possession un document avec des enjeux et des sous-enjeux distincts, donc différents pour les 2 sous-groupes, donc des enjeux d'implantation. Et ils devaient travailler sur un plan d'action pour chacun de ces enjeux-là. Et après, on est revenu en grand groupe et on a partagé les réflexions et on a bâti un plan d'action commun. Et on a terminé l'atelier par une évaluation, surtout de l'appréciation des participants par rapport à la tenue de l'atelier.
Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus donc en lien avec le premier objectif qui était d'évaluer la fidélité d'implantation du programme. Donc, malheureusement, aucune des cibles fixées n'a été atteinte. Donc, quand on regarde au niveau du délai de prise en charge, donc on visait un délai de prise en charge de 2 jours après la réception de la demande. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que les gens attendaient une dizaine de jours de plus avant d'avoir le service. Au niveau de l'intensité ou la fréquence des interventions, encore une fois, les gens recevaient en moyenne 1,6 interventions semaine et on visait un minimum de 3 interventions par semaine. Et quant à la durée du programme offert, on visait une durée maximale de 6 semaines, mais les gens ont eu besoin en moyenne de 2 semaines de plus de service pour atteindre les objectifs qui étaient fixés au départ. Maintenant, au niveau des enjeux d'implantation, donc ce que les entrevues avec les différents types de participants ont révélé. Donc, un enjeu très important qui est apparu, c'est celui du leadership. En fait, on s'est rendu compte que pendant toute la durée de notre projet, donc de l'évaluation de ce programme-là, il n'y avait pas de chef ou de personne qui était clairement mandaté pour gérer ce programme-là. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que le cadre de référence de ce programme-là n'avait jamais été adopté par la haute direction. Donc, il y a eu surtout des enjeux de roulement de personnel au niveau de la haute direction, des cadres. Et c'est comme si ce programme-là est un peu tombé dans un trou, si je peux le dire. Évidemment, vu qu'il n'y avait pas de chef officiel, bien, il n'y avait aucun mécanisme de suivi de l'implantation du programme, de suivi d'indicateurs de performance de ce programme-là, outre le projet de recherche qu'on a mené. L'autre enjeu important que les entrevues ont révélé, c'est un enjeu de communication. Vous allez voir, c'est très étroitement lié à l'enjeu de leadership. Donc, en fait, en interviewant les différents interlocuteurs, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait vraiment une méconnaissance du programme SPAD à tous les niveaux de l'organisation, incluant les CLSC partenaires. Donc, les différents niveaux n'étaient pas au courant de la vision et des objectifs du programme SPAD et encore plus important, des critères de référencement de SPAD. C'était difficile, comme Kathleen l'a mentionné, il y a plusieurs programmes qui existent en soutien à domicile, mais les gens n'arrivaient pas à distinguer quelle était la particularité de SPAD par rapport aux autres services et programmes qui étaient offerts dans le réseau. Donc, par exemple, souvent, souvent le programme SARCA était nommé. Donc, le programme SARCA offre aussi des services ambulatoires aux personnes âgées. Donc, les gens ne savaient pas est-ce qu'ils devaient référer à SPAD, à SARCA. Ce qui est ressorti aussi, c'était au niveau des technologues de réadaptation, donc ceux qui offraient le programme SPAD, c'est qu'il y avait un questionnement par rapport à la pertinence des références reçues. Donc, les technologues nous disaient, bien, soit on reçoit des requêtes avec des cas très, très légers, des gens qui n'ont pas nécessairement besoin du programme, ou au contraire, on soit des cas très complexes avec beaucoup de besoins qui auraient nécessité une approche vraiment avec une équipe multidisciplinaire. Donc, il y a plusieurs technologues en réadaptation qui se devaient de prendre en fait un rôle d'intervenant pivot qui n'était pas prévu évidemment initialement au programme SPAD et où ils devaient faire des références à d'autres professionnels de la santé comme par exemple des ergothérapeutes ou des travailleurs sociaux pour réussir à répondre à l'ensemble des besoins de la clientèle qui leur était référée via SPAD. L'autre aspect qui est ressorti aussi, c'est qu'il y avait des usagers qui refusaient le programme SPAD tout simplement parce qu'ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient été référés à SPAD ou quels étaient les objectifs poursuivis avec ce programme-là. Donc, ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'après l'hôpital, c'était fini. L'autre enjeu de communication qui est ressorti, c'est vraiment au niveau du cheminement et du traitement des requêtes.
Donc, plusieurs d'entre vous le savent, actuellement dans le réseau, quand on veut faire une demande de service, on doit remplir un formulaire qui s'appelle la demande de service interétablissement ou la DESI. Et en fait, dans ce formulaire-là, il n'y a pas de case qu'on peut cocher qui indique programme SPAD. Donc, la référence au programme SPAD est rentrée manuellement. Et lorsque le guichet unique reçoit la demande, souvent ce qui est arrivé, c'est que les gens étaient placés en liste d'attente pour des services de physiothérapie et non spécifiquement pour ce programme-là. Donc, évidemment, la conséquence, c'était que ça a augmenté les délais d'accès au programme et ça explique pourquoi les gens, au lieu d'être vus dans les 48 heures suite à la réception de la requête, bien, il y avait un délai de 12 jours au total. On peut changer. Maintenant, je veux vous montrer quelques extraits d'entrevues juste pour illustrer un peu les enjeux dont je viens de parler. Donc, ici, on a un extrait d'une clinicienne qui réfère des patients au programme SPAD. Donc, elle dit, tu sais, on fait quand même des références SPAD, c'est qui est un bon candidat pour le SPAD, c'est quoi les critères d'admission. Un deuxième extrait qui provient d'une technologue en réadaptation. Donc, qu'avant de l'envoyer, ce soit vraiment pertinent, puis consulter le client pour que lui aussi veuille participer à sa réadaptation. Et on a un troisième extrait qui provient d'un gestionnaire qui dit, puis tu as encore le SARCA qui est à domicile dans les autres endroits. Tant qu'à moi, il y a une confusion entre le programme SARCA et le SPAD. Maintenant, je vais vous présenter les résultats en lien avec les effets, donc l'évaluation des effets du programme SPAD. Donc ici, on a un portrait des usagers qui ont bénéficié du programme. Donc, pendant la période de 6 mois où on a recruté des usagers, on a eu 54 personnes qui ont été référées au programme. Et parmi ces 54, il y a 24 personnes qui étaient éligibles et qui ont accepté de participer au projet de recherche. Donc, on avait un nombre égal d'hommes et de femmes, un âge moyen assez élevé, donc 81 ans. Et la plupart des gens, lors de leur admission au programme SPAD, donc, avaient des problèmes de nature musculo-squelettique, donc 66 Et la majorité des personnes, donc 63 avaient également un proche aidant à la maison. Si on regarde maintenant les effets du SPAD. Donc, à gauche, on a les effets sur l'indépendance fonctionnelle, donc notre mesure de résultat principale. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu vraiment une amélioration significative entre l'admission et le congé au programme. Et ce qui est très encourageant, c'est que l'indépendance, donc l'autonomie fonctionnelle des gens s'est maintenue dans le temps entre le congé et le 3 mois post-congé, malgré l'absence d'intervention pendant ce temps-là. Si on regarde au niveau de la santé physique et mentale, ce qu'on constate, c'est que les gens perçoivent qu'ils ont une bonne santé physique et mentale et en fait, elle n'a pas changé entre l'admission et le suivi 3 mois post-congé. Maintenant, les résultats au niveau de la perception des usagers quant à leurs besoins répondus et non répondus. Donc, globalement, quand on regarde les 4 grands domaines, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une diminution entre l'admission et le congé des besoins non répondus au niveau social et environnemental. Cependant, il y a eu une augmentation des besoins non répondus entre l'admission et le congé au niveau des besoins de nature psychologique et physique. Et quand on va regarder en détail, c'est quoi les besoins psychologiques ou les besoins non répondus ont augmenté, mais on voit que c'est au niveau de la détresse psychologique et au niveau de la mémoire. Et quand on va regarder au niveau physique, oui, les besoins non répondus, en fait, ils ont augmenté au niveau de la gestion des médicaments, la santé physique. De façon surprenante, la mobilité, malgré qu'on a vu une nette amélioration,
et les aspects de vision et d'audition. Prochaine. Et maintenant, je vais laisser la parole à Liliane qui va vous présenter les résultats avec l'objectif 3. Donc, avec tous ces résultats, nous avons organisé donc l'atelier pour pouvoir faire un retour aux différents gestionnaires. Donc, c'était un atelier de 3 heures. 6 gestionnaires étaient présents. Vous voyez qu'il y avait 2 gestionnaires cadres supérieurs et 4 gestionnaires cadres intermédiaires, plus 2 animateurs qui ont permis de faire l'animation des différents sous-groupes. Nous avons utilisé une fiche qu'on présente dans la diapositive qui a permis de faire la priorisation un petit peu des différentes pistes d'action que l'on avait déjà préétablies. Et ensuite, on a essayé de définir quelles étaient les meilleures pistes d'action et de définir des objectifs SMART pour pouvoir trouver des pistes de solutions avec ces gestionnaires-là. Donc, cet atelier donc, les pistes d'action qui ont été identifiées au niveau du leadership et au niveau des communications. Donc, on avait essentiellement les plus importantes, c'était de mettre en place une coordination clinico-administrative au programme SPAD qui devait mener à la nomination d'un gestionnaire responsable du SPAD. Il fallait mieux définir les objectifs et uniformiser les critères de référence. Donc, un des éléments, c'était de rendre le programme officiel, de finaliser le cadre de référence, lui attribuer un numéro au niveau des centres d'activité. Et au niveau de la communication, on devait améliorer les éléments au niveau de la communication, notamment les différents critères et la vision du programme SPAD. Donc, ça passait par des rencontres d'échange entre les équipes du soin à domicile et les équipes de réadaptation. Et il fallait améliorer le processus de référencement au programme, donc intégrer le programme dans notamment le processus de planification précoce des congés. Donc, suite à cet atelier, on a mesuré la satisfaction et puis l'intention d'utiliser un petit peu ces différentes solutions. Donc, on voit que sur les 5 personnes qui ont répondu à notre test, les gens étaient très satisfaits ou satisfaits d'avoir participé à cet atelier. Notamment, ça a permis entre gestionnaires de pouvoir notamment beaucoup communiquer entre eux et de pouvoir réfléchir entre eux à ces différentes pistes d'action. Ensuite, on voit quand même qu'ils étaient quand même d'accord sur le fait qu'ils étaient prêts à utiliser les solutions qui avaient été dégagées, même si certains ont identifié qu'il pouvait y avoir ils n'étaient pas tout à fait sûrs que c'était de leur propre niveau de contrôle d'être capable d'utiliser ces solutions. Mais on voit quand même que dans les 5-6 personnes qui ont répondu, les gens étaient prêts à utiliser les différentes solutions qui ont été mises en place. Donc, les éléments qui sont sortis de cet atelier, c'est que pour les moins appréciés, le fait de l'avoir fait en mode virtuel, ça a été un des éléments un petit peu le moins apprécié. Contexte pandémique a fait qu'on a été obligé de le faire, mais si on avait à le refaire, on le ferait en mode présentiel. Certains gestionnaires ont trouvé qu'on était dans peut-être une discussion qui était un petit peu de trop haut niveau, trop axée dans une vision de direction, et que certaines idées n'étaient pas assez groundées sur les solutions de terrain. Donc, en gros, c'était les grands éléments qui étaient les moins appréciés, mais les éléments les plus appréciés, c'est de donner et de permettre l'échange entre les gestionnaires sur qu'est-ce qui avait marché et de pouvoir communiquer un petit peu au niveau des éléments, les résultats, la façon dont a fonctionné ce programme et de pouvoir le faire. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans notre réseau, de pouvoir prendre le temps entre gestionnaires, de pouvoir bien communiquer sur ce qui se passe dans nos programmes. Donc, si on avait un constat et puis les solutions qui ont été apportées, c'est qu'on voit qu'il y a une vision
qui n'est pas vraiment harmonisé au niveau de ce programme. Il y a plusieurs enjeux d'implantation et on voit quand même qu'on a un programme qui est efficace, qui a amélioré un niveau d'autonomie, même s'il y a des enjeux d'implantation au niveau des prises en charge et de l'intensité d'intervention. On s'est aperçu que la population a des besoins plus complexes que ce qui avait été imaginé dans le programme et que ces enjeux ne peuvent pas être répondus uniquement par un technologue en réadaptation. Donc là, on se rend compte que le programme tel qu'il est pensé demanderait d'aller vers une solution où on se référerait à un modèle de gestion par cas, parce que un programme uniquement piloté par des technologues ne répond pas à tous les besoins et qu'on aurait peut-être besoin d'une équipe interdisciplinaire. Donc, je vais enchaîner. Merci, Lilian. On approche de la fin et puis, justement, on revient 1 an plus tard. Donc, on a fait l'atelier délibératif le 22 novembre 2022. Donc, on est presque exactement. Eh bien, malheureusement, il y a encore, comme l'a mentionné Diana, il y a encore eu beaucoup de changements là, au sein de la direction dans la dernière année, au sein de la direction SAPA. Et on sent que le programme SPAD a, en bon québécois, tombé un peu dans les cracks, si on veut, du système. Parce que malheureusement, il n'y a toujours pas de chef officiel ou du moins de coordination clinique en place pour le programme. Donc, de quelqu'un, dans le fond, qui s'assure que dans chaque CLSC, le programme fonctionne de la même façon. Ensuite de ça, au niveau du cadre de référence, bien, il n'est toujours pas entériné par la haute direction. Et donc, il y a encore beaucoup de confusion en lien avec le programme. Donc, comment il devrait être utilisé, si on veut. Donc, c'est comme interprété un peu différemment selon les endroits. Et en dernier lieu, bien, le programme SPAD est toujours là, il existe toujours, mais comme j'ai dit, il est utilisé un petit peu différemment. Et malheureusement, dans le fond, pendant qu'on a fait le projet de recherche, ça nous a quasiment permis de comme on dirait, faire l'implantation du programme. Et Marie-Jeanne et moi, donc, on suivait chaque patient qui était référé au programme. Et puis, ça nous a permis, dans le fond, de trouver des enjeux et même des petites choses qu'on arrivait à régler sur place. Mais là, depuis la fin du projet de recherche, on dirait que les choses sont revenues à ce qui était avant. Juste pour vous donner un exemple, là, durant la durée du projet de recherche de avril à décembre 2021, le centre de réadaptation de l'hôpital Sainte-Anne avait référé 82 patients au programme SPAD. Eh bien, de avril à décembre 2022, donc l'année d'après, alors que le projet de recherche n'était plus en cours, il y a 48 patients qui ont été référés au programme SPAD, donc 40% de moins de références. Et puis là, qu'est-ce qui arrive avec ces patients-là qui ont encore quand même besoin de faire de la réadaptation? Eh bien, il y a beaucoup de références qui sont faites au programme SARCA parce que là, on n'ose plus trop, on ne sait pas trop si on peut encore référer au SPAD. Et là, la liste d'attente du programme SARCA est très longue. Donc, présentement, je viens de vérifier ce matin, là, il y a plus d'1 mois d'attente pour les patients qui terminent leur réadaptation, mais qui n'ont pas encore atteint leur fameux niveau d'autonomie maximale. Il faut qu'ils attendent un bon 5-6 semaines avant de poursuivre leur physiothérapie. Donc, le programme SPAD pourrait jouer un rôle, mais il manque encore d'alignement, si on veut, là, à ce niveau-là. Donc, rapidement, au niveau des leçons apprises, je pense qu'elles sont assez évidentes. C'est certain que le fait d'avoir fait un projet de recherche, bien, ça a vraiment mis en lumière les enjeux d'implantation existants. Et comme Kathleen dit, c'est sûr que le fait de suivre l'implantation, ça nous a permis de mettre en cours de route des solutions concrètes, ce qu'on n'est pas supposé faire quand on est en évaluation d'implantation. Donc, évidemment, la leçon, c'est que
dès qu'on planifie de mettre un nouveau programme, qu'on veut l'implanter, le mettre sur le terrain, bien, il faut bien se préparer avant l'implantation. Donc, il doit être développé, formalisé avec une méthodologie de projet. Donc, d'avoir c'est quoi les ressources qu'on a besoin, c'est quoi les activités qu'on veut faire, quels résultats on veut évaluer, c'est quoi nos échéanciers, etc. Et évidemment, ça prend un chargé de projet, là. Parce qu'on l'a vu, en l'absence de chargé de projet, les choses ne se font pas toutes seules, les programmes ne s'implantent pas tout seuls, les pratiques ne changent pas toutes seules. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir un soutien à long terme afin de faire vivre tout programme. Alors, en conclusion, on peut dire qu'on a un programme qui vaut la peine d'être maintenu, il est efficace, on a une amélioration du fonctionnement des usagers. Ça s'inscrit dans les priorités ministérielles pour les services de réadaptation à domicile. Simplement, il faut que le programme soit bien implanté, il faut qu'on utilise les leçons apprises par ce projet de recherche et il va falloir que l'on puisse continuer de documenter tout ça, donc mettre en place un nouveau cycle d'évaluation du programme qui va devoir être fait pour pouvoir s'assurer de mettre en place les leçons apprises et de continuer l'implantation et l'amélioration du programme. Donc, je vais faire je remercie tout le monde un petit peu, donc notamment la Fondation Richard et Edith Strauss qui nous a permis de pouvoir faire cette recherche. Et puis tous les participants au niveau du SUS, au niveau de la direction SAPA, et puis les usagers qui nous ont permis de mettre en place cette recherche avec, vous voyez, l'ensemble des partenaires de l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Institut universitaire en réadaptation en déficience physique de Montréal, et puis la Fondation Richard et Edith Strauss.